bonjour et bienvenue sur Médien TV. Malgré les efforts, le terrorisme et l'extrémisme violent continuent de se développer, a estimé lundi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle à lutter contre leurs causes profondes comme la pauvreté et les violations des droits humains. Pour sa part, le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, rappelle que l'action multilatérale est la seule option pour combattre le terrorisme. Tout ceci est discuté lors d'une réunion de haut niveau sur l'impact positif du bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, basé donc à Rabat, co-présidé par le Maroc et le bureau des Nations Unies de lutte donc contre le terrorisme dans le cadre de la 3e semaine de lutte contre le terrorisme dont les travaux ont débuté lundi à New York. On en parle avec notre invité. Il s'agit de Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur Abou Dahab, et c'est un plaisir de vous retrouver sur Médien TV. Bonjour, c'est Omar, plaisir partagé. Alors, tout d'abord, donc, cette réunion s'est ouverte depuis lundi aux Nations Unies. Commençons par revenir sur faire l'état selon le secrétaire général des Nations Unies, malgré le fait que Daesh a été en tout cas territorialement contenu, malgré que Al-Qaïda est en perte de vitesse, malgré tout ceci, le terrorisme continue de progresser dans le monde. Alors, comment comprendre cette déclaration ? Et le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, est bien placé pour apporter un regard analytique sur un phénomène global et transnational qui traverse donc les frontières, qui s'est universalisé. S'il le dit, c'est par rapport à des rapports qui ont été fournis, par rapport à des diagnostics qui sont établis. D'abord, rappelons que toutes les démarches qui ont été entreprises ont été insuffisantes pour venir à bout d'un phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, qui est transnational. En second lieu, en général aujourd'hui, tout le monde est conscient de la nécessité d'attaquer non seulement les terreaux du terrorisme, mais également activer ce qu'on pourrait appeler une approche étiologique. En fait, comment déraciner, c'est attaquer les racines. Les racines sont plurielles, ce n'est pas seulement la pauvreté ou encore d'autres problématiques sociétales, mais également il y a la question de l'extrémisme, surtout religieux, et donc cela nous pousse à nous interroger sur la qualité des programmes de formation, sur l'éducation, sur la culture, l'analphabétisme, etc. Donc, à problème complexe, il faut apporter des réponses qui sont complexes et plurielles, multidirectionnelles, hélas. Et d'ailleurs, vous le savez, notre continent africain, d'après même les statistiques les plus récentes de 2022, compte le plus grand nombre de disparitions dues précisément à des actions terroristes. Donc on voit très bien que c'est une question qui interpelle tout le monde. Une question donc qui interpelle tout le monde. Alors, avant de revenir sur les positions exprimées par les différents pays, dont notamment le Maroc, qui appelle à une action multilatérale, alors, est-ce qu'on ne continue pas de favoriser peut-être ces comportements de défiance vis-à-vis du système international si on sait que c'est les partisans d'une grande religion donnée, à savoir l'islam, qui sont le plus souvent pointés du doigt? On se rappelle qu'il y a de cela quelques années, lors du lancement de l'Union pour la Méditerranée, cette question avait opposé les différents États de la rive européenne et de la rive sud et des pays arabes, notamment sur la définition de ce qu'est le terrorisme et par rapport à la stigmatisation. À ce propos-là, quels sont les amalgames à éviter ? Comme vous l'avez dit, Sir Omar, d'abord au niveau international, du droit international pur et dur, il n'y a pas une convention internationale qui fait le consentement et le consensus de tout le monde, qui définit ce qu'est le terrorisme. Il y a eu toujours des querelles sémantiques, terminologiques, etc. Ça, d'une part. Deuxièmement, malheureusement, il y a beaucoup d'amalgames, il faut le dire, avec surtout la montée des extrémismes par ailleurs, les extrêmes droites, etc. Et troisièmement, il faut, je crois, faire la différence entre l'utilisation malsaine des religions, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, pas seulement l'islam, mais également les autres, il faut le reconnaître, à des fins, on va dire, politiciennes, géopoliticiennes, etc. La réalité est tout autre. Les actions menées précisément par des éléments ou par des individus et qu'on pourrait mettre sous la bannière de terroristes, etc., ne trouvent pas
toujours leurs explications en activant des considérations religieuses ou de croyances. Il y a d'autres facteurs, je le crois, comme les manipulations, le banditisme, le crime transnational organisé. Cela nous pousse précisément à considérer d'abord que le terrorisme est une problématique qui est très complexe. D'ailleurs, même dans les démarches activées pour lutter ou atténuer ce fléau, on attaque énormément de fronts, y compris la question des masses médias, etc. Mais nous sommes tout à fait d'accord aujourd'hui sur la nécessité d'éviter les amalgames et de considérer que le terrorisme est une problématique humaine de façon générale. Que l'on parle d'un certain islamisme radical, que l'on parle également d'une certaine conception du catholicisme ou de la religion juive ou d'autres religions, mais l'essentiel, c'est de dépasser, à mon sens, ce genre de clivage et d'amalgame et plutôt considérer que c'est un phénomène de relations internationales qui interpelle tous les États et toutes les composantes du système international. Tous les États et toutes les composantes du système international interpellés. D'ailleurs, cela donne du sens à la position exprimée par le Maroc qui appelle à une action multilatérale. Comment celle-ci pourrait-elle se décliner, professeur Abou Dahab? Le Maroc a toujours été, il faut le dire, un défenseur d'un multilatéralisme clairvoyant de bon aloi parce qu'il sait que l'union fait la force. Et d'ailleurs, nous constatons depuis plusieurs années d'ailleurs, et notamment à partir de 2017 avec son retour au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine, le Maroc n'a de cesse de développer et de faire le plaidoyer pour une telle approche. Parce qu'il sait que d'abord, les frontières sont poreuses, donc elles sont malléables, et deuxièmement, une coopération interrégionale continentale permettrait mieux, par exemple, de faciliter l'échange d'informations, qu'il y ait des relais pour précisément faire activer les complémentarités entre les États. Prenons l'initiative d'Accra, qui a été lancée normalement en 2022, mais déjà il y a eu les éléments avant-coureurs en 2017 au Ghana. En fait, à l'époque, il s'agissait de lutter contre la progression des groupes terroristes au sud du golfe de Guinée. Et le Maroc récemment, par la voix de son ministre des Affaires étrangères hier, avait plaidé pour adosser la démarche marocaine et celle de l'ONU avec celle d'autres systèmes régionaux ou d'autres intégrations régionales, comme l'initiative d'Accra. Et on voit très très bien que si nous défendons, et d'ailleurs c'est le plaidoyer du Maroc, une approche multilatérale, ça va plutôt faciliter la tâche à plusieurs intervenants de mieux atteindre les résultats et les objectifs affichés. Un État seul ne peut pas précisément venir à bout d'un fléau qui est devenu transnational. Un État seul ne peut pas, ne peut pas y arriver. Alors, cela dit, professeur, en termes d'action concrète, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué pas mal de points, notamment en termes de formation, en termes de promotion de la démocratie et de justice sociale tout court. Hein. Comment les États peuvent-ils échanger ces expériences-là, au-delà de l'aspect sécuritaire, au-delà de l'aspect répressif? Comment, sur d'autres volets, il y a possibilité de partager ces expériences pour davantage maîtriser le terrain de façon plus juste et apaisée? Alors, sans être un expert chevronné des questions de lutte contre le terrorisme, mais on peut s'inspirer du modèle marocain ou de l'expérience marocaine dans le cadre du partage des bonnes pratiques. Par exemple, soulignons d'abord que le Maroc avait créé le BCIG, c'est-à-dire le Bureau central d'investigation judiciaire. Il y a 4 piliers, si vous voulez, qui sont au cœur même de sa démarche. C'est d'abord le démantèlement des cellules terroristes. Deuxièmement, lutter contre les enlèvements et les rapts. Troisièmement, lutter également contre le contrebanditisme et également la contrebande. On voit très bien que dans sa démarche, il y a des articulations qui sont là. Or, ça ne concerne pas seulement le Maroc. On peut transposer l'expérience et aller vers d'autres lieux, d'autres contrées pour chercher comment on peut s'inspirer de cette expérience. Deuxième élément que je le crois très intéressant, je l'ai relevé dans les propos de M. Nasser Bourita hier, parce qu'il a mis l'accent sur 3 dimensions complémentaires. C'est une sorte de plaidoyer marocain pour précisément rendre les programmes de lutte contre le terrorisme plus opérationnels et plus agissants. Premièrement, la conception d'abord de programmes adaptés, long-termistes, qui ne soient pas conjoncturels ou éphémères, mais plutôt structurels. Ancrer la lutte contre le terrorisme dans le long terme. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le capacity building, c'est renforcement
des capacités de lutte contre le terrorisme, non seulement des institutions ou des acteurs directement impliqués dans cette question, mais également, j'ajouterai la question de la sécurité humaine. Il faut que le citoyen lui-même fasse l'effort pour lutter contre le terrorisme à sa manière, en diffusant par exemple un discours qui est tolérant, etc. Troisième élément, toujours dans le discours de M. Borita, c'est le développement d'un réseau de praticiens et d'experts. Et c'est là où on pourrait, c'est Omar, parler de l'expérience marocaine soutenue par l'ONU depuis juin 2021 à travers la création de ce bureau régional dédié à la lutte contre le terrorisme, mais également à la formation en Afrique contre le terrorisme. Le domaine de la formation dans lequel le Maroc se distingue, notamment à travers donc, les différents instituts de formation des imams et des mourchidines, donc ces encadrants religieux. Alors, on va revenir au point qu'on a évoqué au début de cette discussion sur la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Alors, selon vous, quels sont les nouveaux visages de l'expression des groupements terroristes aujourd'hui? Alors, il y a une sorte de fleu et de reflux. Les groupes terroristes, vous l'avez dit d'entrée de jeu, par exemple, ceux qui ont été coalisés dans le cadre de ce qu'on appelle Daesh, c'est-à-dire l'État islamique au Cham, en Syrie et en Irak, mais qui s'est métamorphosé, c'est ça le danger, parce qu'après, le terrorisme prend beaucoup de visages. Deuxièmement, les terroristes profitent parfois de ce qu'on appelle des interstices d'un certain nombre de pays qui n'ont pas un maillage territorial suffisamment résilient. On peut citer quelques exemples en Afrique qui, hélas encore une fois, comptent le nombre le plus élevé de victimes d'actions terroristes. Troisième élément, malheureusement, la coopération interrégionale, continentale, tout ce que vous voulez, n'est pas suffisante ou suffisamment fluide pour précisément encercler, encadrer ou endiguer les groupes terroristes. Donc, le terrorisme a aussi sa logique, a également, si vous voulez, ses principes opératoires. Les groupes profitent non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, de la fragilité d'un certain nombre de systèmes étatiques qui n'ont pas suffisamment d'encadrement administratif, mais également profitent des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je le crois fort bien que le danger premier, à mon sens, c'est, on va dire, une certaine forme d'illettrisme ou d'analphabétisme. L'illettrisme n'est pas seulement ne pas aller à l'école, mais on peut ne pas être alphabète, mais en même temps être conscient du danger précisément. Et on voit très très bien qu'un gros effort, à mon sens, est à investir dans le domaine de l'éducation et de la formation. Je le crois fort bien, mais également essayer de profiter d'autres initiatives au niveau multilatéral que le Maroc d'ailleurs encourage, comme le dialogue interreligieux, intercivilisationnel. En décembre 2022, d'ailleurs, à Fès, le Maroc avait abrité une grande conférence mondiale. Mais maintenant, quid du suivi de ce genre de lieux de rencontres ou de rencontres internationales? Il faudra donc donner un sens effectif à des réunions de ce genre. Mais je suis tout à fait conscient, c'est Omar, de la complexité de la question. C'est un effort sur le long terme, mais comme on dit, many hands make work light. Donc il faut absolument activer le principe de l'union fait la force et aller ensemble lutter contre ce fléau transnational. Lutter donc contre ce fléau transnational. Alors, par rapport aux germes de ce fléau, quand on voit l'instabilité politique qui s'installe quand même, qui est persistante dans pas mal de pays, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs à travers le monde, ne pensez-vous pas que les germes qui perpétuent ce fléau-là continuent d'être là, professeur? Tout à fait. Vous avez si bien identifié, on va dire, un peu l'ADN du terrorisme, parce qu'au final, on revient au profil du terroriste. C'est quelqu'un qui lit le monde de façon manichéenne. Le bien contre le mal, moi j'ai raison, les autres ont tort, etc., etc. Et ce qui est dangereux à mon sens, c'est que parfois vous avez des personnes qui sont instruites, mais malheureusement elles sont alimentées, imbues de considérations haineuses, radicales, extrémistes, etc. C'est la raison pour laquelle la question de la radicalisation, aujourd'hui, d'après les experts,
les lectures que j'ai faites, constituent une problématique que l'on devra inscrire au cœur de la lutte contre le terrorisme de façon sociologique, de façon psychologique, etc., etc., etc. Il faut en finir avec ce choc des ignorances. Je paraphrase un peu l'ouvrage de Samuel Huntington qui a parlé du choc des civilisations et que aujourd'hui l'UNESCO, une organisation des Nations Unies pour les sciences, l'éducation et la culture, est dédiée précisément à cette bataille, à ce combat continu de diffuser plutôt la culture de la tolérance, etc. Donc maintenant, précisément, il faudra quelque part aller vers, comme je l'ai dit tout à l'heure, les racines profondes du terrorisme et, je le crois, la question du radicalisme, l'extrémisme. Et je voudrais ajouter une chose, c'est Omar, si vous me permettez, le Maroc adopte une approche, on va dire, interdépendante. Il considère aussi, par ailleurs, sur le plan, si vous voulez, un peu géopolitique, que le terrorisme est adossé au séparatisme et au crime transnational organisé. Je crois que la communauté internationale, depuis 2001, quand le Conseil de sécurité a créé un comité dit ad hoc, c'est-à-dire subsidiaire, c'est le comité contre le terrorisme, avait raison de considérer qu'il fallait aussi aller traiter des questions connexes comme le blanchiment des capitaux, comme la question de la corruption, etc., etc. On le voit précisément, donc vous avez dit les germes, il faut tout simplement un peu les décortiquer, les démanteler, les extirper. Alors, peut-être que ce sera une dernière question, elle est un peu futuriste et en même temps extrêmement osée peut-être de ma part par rapport à l'évolution. Si on voit depuis 2014, lorsque Daesh avait déclaré son pseudo-califat au niveau du Cham, en Irak, etc., depuis lors, ça fait une décennie maintenant, en tout cas territorialement, il n'y a plus d'emprise notoire. Si on avait à se projeter sur les années à venir par rapport à la dynamique actuelle, à quoi faudrait-il s'attendre, professeur ? Comme vous, j'aime beaucoup la prospective. Et comme disait Gabor, si on ne peut prédire l'avenir, il faut au moins le préparer. Donc, on peut s'interroger du point de vue de l'analyse en termes de relations internationales. Quelles sont aujourd'hui les forces profondes qui structurent les relations internationales de demain ? Il y a la transition énergétique, il y a les questions climatiques, l'intelligence artificielle, problématiques démographiques, la question de l'énergie, etc., etc. On peut également ajouter les problématiques aussi fondamentales sur le plan idéologique qui, hélas, n'ont pas disparu et qui restent comme étant des menaces qui peuvent à n'importe quel moment ressurgir autrement. Pourquoi ? Tant qu'il y a cette dialectique malheureuse parfois entre ceux qui considèrent que le monde devrait aller dans le sens de leurs vœux et ceux qui considèrent le contraire et qu'on reste un peu enfermé dans cette logique, je l'ai dit tout à l'heure, manichéenne, dans ce genre de clivage, malheureusement, nous allons encore vivre sous la peur et la menace d'actions terroristes menées par des groupes par-ci, par-là. Quand on voit malheureusement que la pauvreté n'a pas disparu, que, hélas, l'amalgame ou les confusions continuent d'alimenter un certain nombre de controverses, eh bien, on peut avoir des raisons de craindre qu'il y aura malheureusement parfois des reflux. Ce qu'on peut dire de façon générale, pour résumer, la lutte contre le terrorisme, c'est un combat qui est continu, qui implique la contribution de tout le monde, mais c'est aussi la responsabilité de chaque individu, comme pour la protection de l'environnement. Je crois que la lutte contre le terrorisme, le radicalisme, l'extrémisme est une responsabilité aussi individuelle. Merci à vous, professeur Zakaria Abou Dahab. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous pour tous ces éclairages. Merci à vous, c'est Omar. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.